Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la feuille de match. Très heureux de vous accueillir. Merci d'être là tous les jeudis à 20h sur notre antenne. Un salut particulier à nos téléspectateurs de la Martinique, mais également de la Guyane. Vous, les Guadeloupéens, vous êtes là toutes les soirs, tous les soirées, avec nous sur les différents programmes que nous vous proposons, mais particulièrement le jeudi soir, parce que nous vous aidons à remplir votre grille de l'Autofoot Parion Sport. Il va falloir la valider ce dimanche avant 8h55. Pour vous aider, un effectif remanié. Vous le savez, en ce moment, il y a pas mal de difficultés sur notre archipel. Donc, les uns et les autres sont retenus par des obligations. Et aujourd'hui, l'équipe remaniée est composée de Maître Pascal Bon. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Rudy. Et bonsoir, Patrice. Ben voilà, donc transition toute trouvée. Bonsoir, Rudy. Bonsoir, Pascal. Une passe décisive de Pascal pour vous dire bonsoir, Patrice. Bonsoir à vous tous les deux. Et nous pensons également à ceux qui auraient dû être avec nous ce soir, mais qui, pour raisons professionnelles, des responsabilités qui sont les leurs, ne peuvent pas être avec nous ce soir. On pense tout particulièrement à Ronnie Béral. Il aurait aimé, je suis sûr, être là pour dire 2-3 mots sur la prestation du PSG, Dr Hyde et Mr Jekyll et Dr... Non, c'est l'inverse. Dr Jekyll et Mr Hyde. Et là, je vais me retourner, pardonnez-moi, maître, mais vers le supporter parisien pour savoir quel est son sentiment, verre à moitié plein ou à moitié vide. Évidemment que mon sentiment, il est un peu bigarré, puisque j'ai eu deux faces complètement différentes, et comme tout le monde d'ailleurs, avec un Paris Saint-Germain époustouflant en première mi-temps. À ce moment-là, on s'est dit, bon ben voilà, ça y est, c'est parti, on aura un match un peu comme au Barça à l'extérieur. Et puis une panne sèche en deuxième mi-temps, qu'aujourd'hui, personne n'arrive à vraiment expliquer, si ce n'est qu'effectivement... je pense que ils se sont retrouvés avec une équipe en face qui a su jouer intelligemment et qui a su s'adapter en fait par rapport aux forces de l'équipe du PSG. Et je pense que il va falloir pour le match retour réfléchir à une stratégie aussi pertinente que celle des Anglais, quoi, finalement. Oui, c'est vrai que moi, de tous les éléments sur ce match-là, oui, cette espèce de première mi-temps où on en avait déjà pratiquement enterré le Manchester City. Mais j'ai envie de dire que par rapport au Bayern, il faut rappeler, par rapport au Bayern et Barcelone, je suis un petit peu moins surpris parce que je savais que cette équipe-là, qui elle aussi a la même caractéristique que le PSG, c'est-à-dire de caler chaque fois aux portes de la finale, alors que ce sont des équipes qui sont bien dotées en termes de talent de joueurs. Ils ont passé eux-mêmes ce palier. Le palier que le PSG a passé face au Bayern, eux, ils l'ont passé face au PSG. Et j'ai envie de dire aussi qu'il ne faut pas oublier, et tu l'as dit en creux, qu'il y a là, on a vu la différence de style, la différence de talent et d'engagement entre Pochettino et Pep, parce que voilà, je pense qu'il a eu les mots sûrs, les mots intelligents à la mi-temps, parce que on a vu une équipe transcender et comme il a dit à la fin du match, il y avait un plan anti-Neymar et Mbappé, mais non pas directement, mais sur la rampe de lancement. Pas de réception de ballon. Et donc, deuxième mi-temps, les choses étaient beaucoup plus claires et beaucoup plus à l'avantage avec des joueurs, on a ces Mahrez et De Bruyne qui étaient aussi au rendez-vous. On n'enlèvera pas de l'idée quand même qu'il y a eu un problème physique au niveau du PSG. Je pense qu'ils ont été effectivement un peu au-dessus de leurs possibilités physiques au début de ce match. Et que la deuxième mi-temps, effectivement, ils se sont retrouvés un peu en panne d'énergie. Ils n'ont pas retrouvé le second souffle. Voilà, et surtout, les cadres n'ont pas été au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on attendait effectivement Mbappé aussi transcendant que contre le Bayern ou même Barça. On attendait un Neymar inspiré. Et puis même Navas n'a pas été les deux buts qu'il prend. Bon, c'est un peu des buts qui sont pas forcément, qui sont évitables à mon avis, mais bon. Voilà, quand rien ne marche, et je pense que la semaine dernière j'avais évoqué le fait que c'était une équipe et plus des joueurs, et que je pense que cette fois c'est l'équipe qui a subi et qui n'a pas pu réagir, et finalement c'est le collectif qui s'est noyé un peu, quoi. Après, pardonnez-moi, allez-y maître. Non, après le mauvais tour qu'ils ont su jouer au Bayern et au Barça, je pense que c'est ce qui s'est passé aussi avec City. Vous avez eu le match du Bayern au match retour, des occasions à n'en plus vouloir, mais en tout cas,
des gestes chirurgicaux et une efficacité redoutable. Pareil, là, en deuxième mi-temps, on n'a pas vu non plus un Man City extraordinaire, mais une frappe de Bruyne et un coup franc, stratosphérique dans la malice de Mahrez, voilà. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai dit il y avait un bloc. On sentait que défensivement au niveau du milieu, j'ai dit il n'y a pas les largesses que se permettent Bayern ou bien qui assume le Barça. Mais quand même, moi je pense que voilà, toutes ces occasions, fleuve qu'il y a eu pour Bayern qui est dégoûté en match retour, ben, il y a eu la même, mais dans l'autre sens pour Paris Saint-Germain. Patrice, si vous avez parlé de Keylor Navas, moi, je ne suis pas sûr qu'il soit coupable sur les 2 buts. C'est vrai que le coup franc de Bruyne est vraiment bien tiré. Et généralement, on dit toujours, dans ces cas-là, il l'a tiré là où le gardien ne peut pas intervenir. Bon, maintenant, la défense n'a pas été souveraine, me semble-t-il, sur cette affaire-là. Et sur le coup franc de Mahrez, pareil, le mur s'est disloqué, le mur s'est effrité. Bon, mais il ne peut pas s'attendre à ce que son mur se disloque comme ça. Un trou de souris qu'ils ont laissé. Bon. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ceci dit, bon. Et puis la frappe était quand même assez puissante. Oui, on attend toujours énormément d'un gardien, forcément. Bon, effectivement. Jusqu'à maintenant, si le PSG en est à ce stade de la compétition, c'est que lui, il a été super brillant. Moi, j'ai entendu le commentaire de Giroud, qui n'est pas allé avec le dos de la cuillère, qui a dit que le PSG était en sur-régime en première mi-temps. Et que finalement, en deuxième mi-temps, le PSG il s'est retrouvé quasiment dans son rôle. J'ai trouvé ça un peu sévère. Oui, surtout qu'il ne faut pas oublier quand même une chose, c'est que si au match précédent, par exemple au Bayern, on avait commencé au Parc, le Bayern aurait gagné 1-0 et on aurait dit c'est fini pour le PSG. Rappelons-nous que le PSG aujourd'hui gagne plus à l'extérieur que chez eux. Donc, laissons-nous le temps de la réflexion et voyons ce qui va se passer après. Même si, effectivement, c'est la première fois qu'on part avec un handicap de ce type. On peut aussi souligner quand même le côté mental. Ce côté mental, je l'ai dit encore, il y a un ascendant considérable de Man City parce qu'on a quand même eu une équipe qui est menée, et vous avez vu, moi je pense, je l'ai dit, si je ne suis pas dans le vestiaire, mais déjà, à la mi-temps, Pep doit dire, ils nous ont laissé encore vivants. Parce que 1-0, c'est le minimum. Paris a pu mener 2 ou 3-0 après mi-temps. Donc, on dit, bon, nous laissons vivants. Nous, on va remettre le Man City en bleu de chauffe. Et on va faire avec une certaine sérénité. Ouais, sans aucune précipitation. Sans précipitation. Une sérénité, pour moi, qui était à la hauteur de ce que ce club développe cette année. Ouais. Allez, on va fermer le banc sur le PSG qui est encore vivant. Le match retour, c'est dans une semaine, un peu moins d'une semaine, mercredi prochain en Angleterre, donc, mais à Manchester. Mais moi, je reste persuadé que Mbappé ne peut pas rater 2 fois son match, ni Neymar. Après, à quel niveau sera City, je n'en sais rien. Mais pour ce qui concerne les cadres du PSG, je les vois mal rater 2 fois le rendez-vous. Mon cher Rudy, j'ai juste une petite précision à apporter. Je pense que Mbappé se ressentait encore de la béquille qu'il avait prise oui, mais le week-end dernier. Et clair. Vous êtes un footballeur, vous savez ce que c'est qu'une béquille. C'est compliqué. C'est compliqué à guérir. Tout le monde s'accorde à le dire, il n'était pas à 100%. Voilà. Et puis le gros flop de ce match aussi, c'est Verratti. Il faudra aussi que Verratti nous donne autre chose au match retour. Depuis des années, on attend plus de lui dans les grands matchs. On sait que le talent, il est parmi les milieux de terrain les plus impressionnants de sa génération. Mais dans les grands matchs, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose qui cloche. Donc au match retour, il faudra que Verratti nous fasse mentir. 2 mots, juste 2 mots chacun sur Karim Benzema. Je crois qu'on a tout dit sur Karim Benzema. Je crois qu'aujourd'hui, il est parti sur une planète. Je pense que là, maintenant, il est à la table des plus grands. C'est clair. Je peux dire que la presse espagnole, je pense que tout supporter, même français, doit chuchoter encore une fois, même crier pour certains à l'oreille de Didier Deschamps parce que c'est pas possible. La presse espagnole a titré « Arrêtez ce crime contre Benzema ». C'est ça. Voilà. Avec ce qu'on a comme disponibilité en termes d'offres, en termes offensifs en équipe de France, on ne peut pas faire sans Benzema aujourd'hui. Voilà. Et encore une fois, c'est intéressant. Voici un joueur qui, avec les années, démontre son talent, démontre son côté indispensable. Pas par les petites phrases dans
dans la presse, mais par le talent sur le terrain et face au but. Allez, des petites phrases, il va y en avoir pas mal maintenant concernant la grille qu'il va falloir valider, on vous l'a dit, dimanche avant 8h55. On va vous la proposer de suite. Et avec maître Pascal Bon et Patrice Basile, nous allons la décrypter pour vous donner des éléments pour fabriquer, construire vous-même votre grille. Alors, elle s'affiche sur votre écran et on va donc la descendre ensemble. Monaco-Lyon. C'est le gros choc de cette journée en Ligue 1. Montpellier-Saint-Étienne, Brest-Nantes, Nîmes-Reims, Dijon-Metz, Lorient-Angers, Man-U-Liverpool, là c'est aussi une grosse affiche mais outre-Manche, Tottenham-Sheffield, Newcastle-Arsenal, Udinese-Juventus, Sampdoria-AS Rome, Sassuolo-Atalanta-Bergame, Villarreal-Retafe, Valence, FC Barcelone. Et on va commencer donc par ce choc, maître Pascal Bon, ce choc pour une place en Ligue des Champions, mais également pour certains, une place sur la première marche du podium et remporter la Ligue 1, en tout cas pour ce qui concerne Monaco. Oui, Rudy. Donc après le match dantesque qu'on a vécu dimanche dernier entre Lyon et Lille, voici encore l'heure de vérité pour les prétendants au titre. Donc Monaco qui continue même dans la douleur parce qu'ils ont gagné 1-0 face à Angers, je crois, vraiment au forceps. On a l'impression qu'on a deux candidats sérieux dans ce qu'ils développent et dans ce qu'ils dégagent sur le terrain et dans le mental. C'est Lille. Lille et puis Monaco, donc des équipes qui, dans le dur, dans les difficultés, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc à ce moment, là, pareil, c'est l'heure de vérité, je le disais, pour Monaco, face à un concurrent direct, d'enfoncer le clou, puisque Lille a su le faire. Lille, face à tous les grands, ils ont gagné un match face à Paris, voilà. Donc maintenant, à Monaco d'être légitimement aussi à la hauteur et peut-être pouvoir passer devant au détour d'une déconvenue de Lille. Donc je donne quand même la victoire à Monaco par, on va dire le côté bien en place face à Lyon, des bons et des mauvais jours, mais qui joue très bien également. Pour analyser ce match, il faut, je pense, aller dans l'aspect psychologique des choses. Parce qu'il y a d'un côté, effectivement, Monaco, qui continue son ascension tranquillement et qui nous la joue à la Barça un peu dans ce championnat de France. Et puis il y a Lyon, qui vient de prendre une énorme claque dimanche dernier, non pas seulement par le score, mais le fait qu'ils ont quand même mené 2-0 contre cette équipe de Lille qui paraissait déjà enterrée et qui se sont fait prendre. Donc cette fois-ci, ils savent que c'est fini, que le titre est joué. Et donc, est-ce qu'ils auront encore une motivation suffisante? Est-ce que ça ne va pas créer vraiment un désordre au niveau même du vestiaire? Parce que là, il y a vraiment des cadres qui ont également n'étaient pas vraiment à la hauteur par rapport à cette équipe de Lille. Et donc je pense que Monaco, sur ce match-là, effectivement, vous avez raison Pascal, a de grandes chances de l'emporter parce qu'eux, ils ont un titre qui leur tend les bras et il faut qu'ils y aillent. À noter que Monaco sera passablement diminué quand même. Hein. Golovin sera absent. Jovetic aussi, il me semble. Donc... Oui, mais Monaco a prouvé que c'était une équipe, encore une fois, qui était extrêmement collective et quand vous en retirez un ou deux, il y a toujours... un ou deux qui sont derrière. Bon, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Donc, non, mais effectivement, voilà. Golovin qui est positif à la Covid-19. D'accord. On va passer au match numéro 2 qui concerne Montpellier et Saint-Étienne. Alors voici encore un match très très intéressant pour deux équipes qui étaient censées, en tout cas qui étaient depuis quelques semaines dans une pente plutôt ascendante. Moi je fais confiance, je le dis tout simplement, à Montpellier pour se ressaisir. C'est vrai qu'ils ont pris une claque face au Nice des Bonjours. Nice a livré quasiment son meilleur match de la saison face à Montpellier. Encore une fois, Montpellier a mené au score très rapidement. Très rapidement parce que le duo Delors et j'oublie l'autre attaquant à deux c'est vraiment intéressant à voir. Je pense que face à Saint-Étienne, même si Saint-Étienne sort aussi d'un match plutôt acceptable, je pense qu'il y aura une victoire de Montpellier. Pour ce match, c'est vrai que c'est assez compliqué à sortir un vainqueur potentiel parce que c'est vrai que c'est deux équipes qui ont aujourd'hui à peu près les mêmes avantages et les mêmes inconvénients, on va dire. Saint-Étienne retrouve une petite forme parce que Cazerie est revenu et s'est refait une petite santé. Et Montpellier, effectivement, a toujours son style extrêmement agressif, extrêmement offensif.
Et moi, je verrais bien un match nul sur ce match parce que c'est vrai que c'est deux équipes qui peuvent vraiment faire des bonnes choses et en même temps se retrouver avec des défaillances soudaines. Donc, on peut imaginer un match un peu décousu, mais qui finisse quand même par un match nul. Donc, pour moi, je vais parler de match nul sur ce match. Ouais, mais c'est un peu ce qu'on disait dans le Synthé, en tout cas. Hein, c'est un duel d'attaquants pour ces deux équipes. Et moi, je vois difficilement un match nul, mais bon, parce que les deux attaques sont plutôt efficaces en ce moment. On verra bien ce que ça va donner. Justement. Hein. Comme c'est deux attaques efficaces, on aura peut-être un beau match et beaucoup de buts. Eh ben, on l'espère. Nîmes, Reims, une victoire et rien d'autre pour les Nîmois s'ils veulent rester en vie. Non, il y a Brest. Oui, oui, c'est vrai. Le championnat de France de Bretagne. Brest qui reçoit Nantes. Mais quand il pèse à mes amis sur ce plateau, c'est vrai que moi je vois plutôt une victoire de Brest. Je suis plutôt rassuré par la bonne forme justement d'attaquant Gaëtan Charbonnier, je crois. Oui, c'est ça. Et très efficace. Et puis il essaie beaucoup d'occasions en match. Et puis derrière, on va dire un bloc milieu terrain et défense un peu plus serein. Donc, entre ma classé, quand même, je crois ils sont dans la 16e position et le dernier, avant-dernier, il fait pas très loin, Nantes. Le 13e et 16e, il me semble que la logique va être respectée. Une victoire de Brest, pour moi, semble être la meilleure cote. En tout cas, ça va être un match extrêmement intéressant à regarder parce que d'un côté, vous avez Nantes qui essaye de se sortir de son problème actuellement, c'est de ne pas descendre, qui a réussi un super match dernièrement et qui, à nouveau, peut espérer, par un match exceptionnel, faire quelque chose à Brest et donc se sortir plus ou moins de la zone dangereuse. Et ce serait vraiment, à mon avis, une chose méritée parce que Nantes ne mérite pas de descendre en Ligue 2. Et je pense qu'ils ont aujourd'hui la possibilité, en battant Brest, de sortir de la zone rouge, si on peut dire ça, puisqu'ils ont réussi après leur match. La semaine dernière était, à mon avis, très bien ficelé. Donc moi, je dirais que sur ce match-là, ce sera un match compliqué, mais je vois Nantes gagner ce match quand même. Nîmes, je le disais un peu précipitamment il y a un instant, Nîmes qui reçoit Reims et une victoire et rien d'autre pour les Nîmois. Oui, une victoire de Nîmes peut-être, mais quand même Reims qui, à mon sens, a des arguments. On le dit à chaque fois, cette année, ils ont développé un très bon jeu. Ils sont mieux classés que nos Nîmois. Les Nîmois n'en déméritent pas, mais je vois bien quand même une victoire de Reims. Ou une victoire de Nîmes. Il n'y aura pas de match nul sur ce match-là, puisque je pense que vous l'avez dit, Rudy, toutes ces deux équipes-là ont intérêt à engranger des points, ce soit Reims, par rapport au beau jeu qu'ils développent, mais par rapport à Nîmes, dans le souci de rester en Ligue 1. Alors, Nîmes a la même problématique que Nantes. Nîmes est derrière Nantes, donc Nîmes, aujourd'hui, chaque point compte triple, on va dire. Donc, ils ont vraiment intérêt à gagner ce match. Alors, si on se réfère au match aller, on se rappelle que Nîmes avait gagné contre Reims 1-0. Donc, c'est déjà une petite indication sur le fait que, ces deux équipes qui se valent à peu près. Et comme Nîmes, a priori, a vraiment une motivation beaucoup plus importante que Reims, qui est déjà, ils sont sûrs de rester en Ligue 1. C'est un match un petit peu gala pour eux. Donc, on va dire que je donne la priorité à Nîmes. Et je pense que Nîmes va jouer un match qui est décisif pour elle, puisque s'ils perdent ce match, je pense que ça y est, c'est réglé. Ils se retrouvent en Ligue 2. C'est donc la fin de cette première partie de la feuille de match. On vous retrouve dans un instant pour la suite de ce décryptage avec bien évidemment une grille à valider dimanche avant 8h55. Maître, j'ai omis de vous parler de votre client. Aujourd'hui, c'est un client collectif, je vais dire. Toutes les télés qui aujourd'hui refusent d'acheter la totalité des rencontres, et notamment Canal+, qui refuse d'acheter la totalité de la Ligue 1. Alors, on était contre la Super League, mais on ne veut pas acheter des matchs pourris. Exactement. Il y a le feu au lac dans le business model actuel. Il va falloir qu'on en discute. C'est vrai qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent permettre d'expliquer un peu ce positionnement. Qu'allez-vous plaider? Je vais plaider coupable,
mais avec supplément d'infos. Avec supplément d'infos. Eh bien, les suppléments d'infos, vous en aurez tout à l'heure, juste après la pause, pour continuer le décryptage de cette grille qu'il faut valider dimanche avant 8h55. A tout de suite.